On poursuit avec la période de questions, mais avant, j'avais oublié tantôt de faire le petit communiqué là, que la cassette de la première partie vous est disponible gratuitement avec l'achat du billet de la semaine prochaine. Fait que des fois, s'il y en a qui l'auraient oublié, là. Bon, ici, il y a beaucoup, beaucoup de questions qui ont de l'air à... Bon, je vais Ici, il y a beaucoup, beaucoup de réponses. Bon. ça va être, ça va être utile. C'est ça. C'est ça, justement. Comment déterminer ce qui est utile, important puis nécessaire? Je vais rajouter quelque chose, parce que d'après ce que j'ai survolé, là, si on regarde la première partie de ta conférence, on peut voir que ce qu'on pense qui est important, c'est ce qui nous impressionne. T'sais. Ce qui nous impressionne, c'est comme si ça nous sort de notre énergie à ce moment-là. Mais l'homme qui vit ça, faire la distinction entre ce qui est utile, important puis nécessaire, il risque, pour une période transitoire, de tomber quasiment dans le néant, dans le sens que s'il enlève tout ce qui était important pour lui, probablement que là aussi, tu conseilles plus à l'homme de se désensibiliser progressivement que... En tout cas, j'aimerais ça que tu C'est pourquoi survoles tout tout à ça. l'heure, j'ai dit que si on veut conserver une chose d'importante, c'est la prise de conscience des choses utiles. Parce qu'une chose n'est pas nécessairement utile parce qu'elle est importante. Parce que l'homme, il faut qu'il arrive à faire le discernement entre les deux d'une force en papier. Alors, une chose peut être drôlement utile sans être importante. Lorsque tu es pris dans le bois et qu'un orignal te fonce dessus, un fusil peut être utile. Mais le fusil n'est pas important. Parce que pourquoi serait-il plus important qu'utile? Juste utile, c'est pas suffisant. Alors pourquoi faut-il y attacher de l'importance en plus? Après ça, une fois qu'on a tué l'orignal, qu'on est encore en vie, on peut embrasser notre fusil. Je veux dire, je sais pas. Mais pourquoi une chose doit-elle être importante plus qu'utile? L'importance, ça fait partie du monde de l'illusion. Ça fait partie du mensonge cosmique. Ça fait partie de la farce, des choses importantes. Il n'y a rien d'important. Comment déterminer ce qui est utile, important, nécessaire? Lorsqu'une chose est nécessaire, c'est qu'elle n'est pas nécessaire, parce que nécessaire et important, c'est similaire. Lorsque je dis une chose est nécessaire, maintenant on peut dire évidemment, pour boire de l'eau, l'eau est nécessaire. Okay? Dans le vocabulaire, ça reste la même chose. Mais au niveau psychologique, il y a des choses utiles. Les choses nécessaires, ça serait l'intermédiaire entre l'important et l'utile. C'est nécessaire parce que ce que je veux faire nécessite cette chose. Cette chose est nécessaire. Pas important, nécessaire. Mais ce que je veux faire, est-ce intelligent, utile ou est-ce important? Posons-nous la question comme je viens de le faire. Est-ce que c'est utile ou important? Parce que si c'est utile, ça n'a pas besoin d'être important. C'est utile. Mais si c'est important, puis que ça n'a pas besoin d'être utile, pour être important, on tombe dans le monde de l'illusion. C'est important. C'est utile? Non, mais c'est important pour moi. Mais t'en as-tu besoin? Non, mais c'est important. Prenons l'exemple, par exemple, oui, d'une poupée. La petite fille, elle a 5 ans, elle couche avec une poupée, avec un pitou. C'est important pour elle, le pitou. Mais dans le système d'éducation, cosmiquement, le pitou n'est pas important pour la petite fille. Il est utile. Puis il est drôlement utile pour son écologie psychologique. Dans le cadre d'éducation que l'on fait présentement, il est utile. Mais elle peut lui attacher de l'importance à un point tel qu'elle ne pourra pas dormir si elle ne l'a pas. Alors si elle apprend que c'est utile, elle pourra s'en servir d'une façon adéquate et elle pourra aussi l'abandonner plus rapidement. Mais c'est utile. Vous achetez une nouvelle auto, vous allez vous promener avec, vous aimez ça. C'est utile pour votre écologie psychologique d'aller faire un tour de votre nouvelle auto. Mais c'est pas important. Moi, je m'en suis acheté une auto une semaine avant de partir pour le Pérou. Tous mes amis riaient de moi parce que tu n'achètes pas un char avant de faire un voyage. Tu laisses un mois de temps le garage après l'avoir acheté. Dans le jungle là-bas, à quoi tu vas penser? À ton auto. Mais non, c'était utile, mon auto. Ah, je l'aimais bien. Je l'ai acheté, premièrement, par goût. Par esthétique d'utilité, par écologie. C'est ce que j'avais besoin. Deuxièmement, j'ai acheté un véhicule qui, énergétiquement, casserait pas tout le temps. Parce que c'est moi qui le conduis. Et on peut remarquer que plusieurs personnes ont des autos qui sont toujours cassées.
Et celui qui l'avait avant, l'auto allait bien. Lui, là, il casse toujours. Il change de char, l'autre char, c'est encore une minoune. Il change de char, c'est encore pas bon. Si on achète un flambant neuf, à peu près les mêmes problèmes vont apparaître dessus à court terme. Parce qu'énergétiquement, votre automobile ne peut pas vous résister. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on va revenir à un moment donné, au niveau de toutes les perturbations que l'homme va créer dans la matière suite à sa propre énergie. Chez les animaux, par exemple. Hein? Vous rentrez quelque part, tous les chiens veulent vous mordre, d'une autre personne rentre, tous les animaux l'adorent. Alors, on va revenir à un moment donné là-dessus, ce genre de phénomène. Alors, ce qui fait que l'auto, je l'ai pris parce qu'elle était utile et esthétiquement, elle plaisait aussi à ma psychologie. En dernier. Alors, c'est bien évident que quand j'embarquais dedans, j'aimais ça. Mais si l'auto n'aurait pas été à vendre, si l'auto aurait été hors de mes moyens, bon, je ne l'aurais pas acheté, je n'aurais acheté un autre, je l'ai fait souvent. J'ai passé d'ailleurs par toutes les gammes d'auto. Même ceux qu'il fallait pousser pour partir, puis il fallait quasiment pousser pour arrêter. Alors, je l'aimais bien. Quand je suis allé au Pérou, l'auto, j'y ai jamais pensé. Puis quand je suis revenu non plus, j'ai eu l'audace de penser à ma femme et à mes enfants avant de penser à mon char. Mais imaginez-vous que je suis pas normal. Tout à fait inhumain. Parce qu'un homme conventionnel aurait pensé à son char. Qu'est-ce qui est utile? Un outil. Lorsque quelque chose peut servir à faire quelque chose, c'est utile. Que devons-nous faire? Si on a une idée de ce qu'on doit faire, une chose utile, si elle est essentielle à ce qu'on doit faire, devient nécessaire. Pas importante. On peut toujours se passer. Toujours. Mais comment déterminer ce qu'on a à faire? La seule façon la plus facile pour n'importe qui de savoir ce qu'il a à faire, c'est de connaître ce que je parle depuis déjà 1 an, ce qu'est l'écologie. Être écologique. Synonyme d'intelligent, synonyme de conséquentiel, synonyme, pour l'instant, philosophiquement, de ce que j'appelle aussi l'homme nouveau et la femme nouvelle. Être écologique. L'écologie, c'est utile. Ça permet à tous les éléments d'un écosystème de vivre et d'arriver à atteindre le maximum qu'il doit atteindre. Qu'est-ce que c'est que le maximum qu'un humain, par exemple, doit atteindre? Mais on s'en fout. L'homme est tellement pas écologique avec lui-même que pour se diriger quelque part, il doit savoir où il va. Imaginez-vous. C'est terrible. Si le pissenlit devait savoir ce qu'il doit être pour arriver à l'être, il pourrait en imaginer des choses. Alors, on aurait des pissenlits qui mangeraient des insectes, on aurait des pissenlits qui ramperaient à terre, on aurait des pissenlits qui grimperaient dans les airs. On aurait de tout. Mais l'arbre, la fleur, l'oiseau, votre corps ne sait même pas ce qu'il doit être. Mais laissé à lui-même, il le devient. Lorsque la psychologie essaie de le transformer par différents mécanismes que l'on vend sur le marché, on peut créer des maladies, des cancers, on peut créer des cancers cutanés, on peut créer différentes choses. Soyons écologiques. Vous êtes vivant, vous avez un corps physique. L'écologie de votre corps physique devrait vous enseigner automatiquement ce que vous devez manger, boire, respirer. L'écologie de votre psychologie devrait aussi vous instruire automatiquement de quelle façon vous devez concevoir la vie. L'écologie de la société devrait vous dire quoi faire. L'écologie d'une famille devrait vous dire quoi faire. L'écologie, c'est quelque chose qui est tellement difficile à comprendre que même les personnes qui étudient ça dans les universités n'arrivent pas à intégrer l'homme dans le cadre écologique ou la nature dans le cadre sociétaire, l'écologie sociale. Comment savoir si une chose doit être faite est-elle écologique? C'est-à-dire, en connaissons-nous les conséquences? Si on en connaît les conséquences à court terme, à moyen terme, si possible à long terme, en fonction de ce que cela va ramener comme conséquence, on va pouvoir agir. Ça demande, hélas, chez l'homme, chez la femme, le pouvoir de la réflexion. Pas de la méditation, de la réflexion. Cela veut dire que vous devez, la méditation n'est pas nécessairement mauvaise, je vous parle simplement de quelque chose. Vous avez une décision à prendre immédiatement, c'est pas le temps d'aller vous asseoir pour méditer. Prenez une décision. Et pour arriver à prendre une décision d'une façon écologique, vous devez accepter, vous permettre le luxe de faire des erreurs. Parce que si vous voulez agir sans faire d'erreurs, vous n'agirez jamais. Ou très peu.
si vous pouvez... Vous allez finir par découvrir comment être conséquentiel et comment être efficace. Mais pour être efficace, il faut connaître l'erreur. Oui, mais je ne sais pas si je dois le faire parce que d'un coup, je me trompe. Ben, c'est ça. Pense-y, pense-y. Puis quand tu auras l'idée, il va être trop tard. C'est simple. Pas compliqué. Là, je l'essaye. Ah, j'aurais donc dû prendre. T'as pas pu. T'as fait ça. Il aurait pas pu, il aurait pas dû, il n'y a rien. C'est ça. T'as fait ça, prends-le. Prochaine fois, tu feras l'autre. Puis si l'autre marche pas non plus, prochaine fois, tu vas finir par savoir. Alors, si vous acceptez de pouvoir faire des erreurs, les autres n'acceptent pas, ben, au diable les autres. Vous ne pouvez pas accepter d'être stressable parce que les autres vivent mal votre passage. Ça doit être importantement compris. Si je passe et que je me fais assommer, je dois être écologique en fonction de moi-même et de l'extérieur, donc je m'arrange pour ne pas perturber. Mais si je passe quelque part parce que c'est intelligent de passer quelque part et qu'il y a un paquet de mecs à côté qui ne comprennent pas cette intelligence-là, je m'arrange pour être le plus discret possible, mais si quelqu'un vient me voir puis ça le frustre bien raide, ben ça le regarde. Ça vous regarde pas. Alors, ce qui fait que vous devez accepter de faire des erreurs au niveau écologique. Si tout le monde dit que vous avez fait une erreur, ce n'était pas nécessairement une erreur. Je parle au niveau écologique. Au niveau de la conséquence de vos actes. On va automatiquement savoir ce qui est utile. L'écologie, l'écosystème, c'est de comprendre que tous les éléments ont de l'importance et de comprendre que vous êtes l'un des éléments, donc que vous avez autant d'importance que le reste. La première chose à faire, c'est ce que l'homme a toujours fait, mais que l'homme a toujours refusé d'admettre, c'est de s'occuper de soi. La deuxième chose à faire, c'est de s'arranger pour pouvoir continuer à s'occuper de soi. Là va naître l'importance de l'écologie. Pour pouvoir continuer à m'occuper de moi, je dois générer autour de moi des mécanismes qui vont permettre que je m'occupe encore de moi. Donc, je dois travailler d'une façon écologique avec les autres. Je veux m'habiller, je pense à moi, je veux m'habiller. Je veux manger, je pense à moi. Je veux m'amuser, je pense à moi. Mais pour continuer à m'amuser, à manger, à m'habiller, je vais devoir penser à ce qui me permet de faire ça. Alors, je ne peux pas rentrer dans un dépanneur et voler la nourriture, parce que là, si le dépanneur fera faillite, je ne pourrai plus manger. Je ne pourrai pas me permettre de voler dans des parcs d'amusement, parce que lorsqu'ils vont fermer, je ne pourrai plus m'amuser. Alors, je vais donc devoir payer. Je vais donc devoir penser aux autres de façon à ce que ça me revienne. Ça, c'est la loi du karma. Et ça, c'est toujours ce qui a été enseigné, mais d'une façon hypocrite. Parce que l'homme ne pouvait pas comprendre le système même de l'écologie. Lorsque le Navarien disait « Aimez les autres comme vous-même », cela veut dire ce que je viens de dire. Vous êtes aussi important que les autres. Si vous aimez les autres plus que vous-même, vous n'avez rien compris. Et lorsqu'on aime un autre plus que soi-même, on se vole. Et si on se vole, on est coupable de vol. Être écologique, cela veut dire comprendre les lois de la conséquence. Les lois de la conséquence. On va revenir sur bien des choses, évidemment. On a juste 2 heures, 2 par semaine pour en discuter. Mais fouillez dans un dictionnaire, regardez ce que c'est écosystème. Il n'est pas dans le dictionnaire. Écologie, je crois qu'il est, mais je crois qu'écosystème n'est pas dans le dictionnaire, hélas. Un jour, j'écrirai un dictionnaire, peut-être. Schème. Puis... Non, mais trêve de plaisanterie, c'est facile de savoir si ce que l'on fait est correct ou non. C'est conséquentiel et écologique. J'en ai parlé suffisamment dernièrement à la radio, de toute façon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais on va y revenir plus tard juste sur l'écologie. L'amour est pour moi important et aussi la sexualité. Et quand ces choses sont absentes dans ma vie, je tombe malade, fatigué, épuisé. Comment arriver à trouver ces choses utiles plutôt qu'importantes? La personne dit ici, je pensais que je ne serais jamais capable de sortir d'un genre de secte que j'étais entré. Mais maintenant, je me sens solide. Comme la personne a réussi dans d'autres secteurs, mais dans ces secteurs-là de sa vie, ça semble encore difficile. Alors, comment se passer de l'important à l'utile dans des secteurs qui nous emprisonnent un petit peu plus difficilement? Bon, important parce qu'il sécurise. Important parce qu'il comble quelque chose chez vous. C'est ça, une sécurité. Quand vous êtes comblé, vous ne cherchez rien d'autre.
Savez-vous pourquoi vous avez des trous que vous devez combler? Parce que vous énergisez de l'importance. Vous prenez de votre énergie pour la mettre chez quelqu'un, pour la mettre dans un acte, pour la mettre dans quelque chose, ce qui crée des lacunes chez vous. Et si ce n'est pas comblé, si le retour n'est pas refait, vous allez être stressé, vous allez être nerveux, angoissé, tout ce genre de mécanisme. C'est une drogue. Tout ce qui est important est une drogue. D'ailleurs, ici, la personne le dit elle-même, elle ne peut pas concevoir. Elle ne peut pas arriver à vivre clairement, pleinement, sans certaines choses, comme l'amour ou le sexe. L'amour, c'est utile, c'est intelligent, c'est écologique, et le sexe, c'est utile, intelligent et écologique. Ça permet au moins de procréer. C'est déjà une très bonne chose. Lorsque le sexe ne fait que combler les lacunes psychologiques, c'est intelligent et écologique chez l'être humain qui n'a pas la faculté de comprendre. Mais lorsqu'une personne a la faculté de comprendre, elle va voir aussi de quelle façon elle peut perdre énormément d'énergie dans ses relations, énergie qu'elle pourrait se servir pour autre chose. Comment faire pour arriver à trouver cela utile? Il faut comprendre pourquoi on fait l'amour et pourquoi on aime. Si on ne comprend pas, on ne peut pas trouver ça utile. La personne va dire que lorsque je fais l'amour ou lorsque j'aime quelqu'un, je me sens bien. Alors, est-ce que j'ai peur? Non. Avant, je peux avoir peur. Donc, ça me sécurise. Qu'elle réfléchisse. Et là, la personne va dire, je suis un être qui a peur. Je suis un être qui s'ennuie seul, parce qu'il n'a pas suffisamment d'énergie pour se dynamiser. Je suis un être, je ne suis même pas un être humain complet si je n'ai pas ce genre d'action ou d'événement. Et lorsque j'ai ça, je me sens bien. Ça, c'est la raison pourquoi elle fait ça. Mais est-ce que c'est intelligent et écologique qu'elle se sente bien? Oui. Donc, c'est utile qu'elle poursuive ce qu'elle fait. Mais ça ne sera plus important, elle va en comprendre l'intelligence. Je fume, et je ne peux pas. Mais c'est stupide. Ça dépend. Alors, comment trouver utile de fumer? Il y a bien des raisons utiles de fumer. Pour le fumeur, et peut-être même pour certains non-fumeurs. Il y a bien des raisons utiles de cesser de fumer. Pour les fumeurs. Pas pour tous, pas tout de suite. Alors la personne, elle n'a qu'à chercher chez elle. Ce n'est pas parce qu'elle fait quelque chose qu'automatiquement ce n'est pas utile. Parce que sachez bien que beaucoup de choses néfastes sont utiles et intelligentes à l'homme et à la femme. Mais à un moment donné, par l'habitude, il les conserve alors que ce n'est plus utile. Parce que c'est important. C'est juste ça qu'il faut faire dire. La personne, lorsqu'elle fait l'amour ou lorsqu'elle aime, et lorsqu'elle souffre, lorsqu'elle n'a pas l'amour et le sexe, parce qu'elle en a besoin, si elle sait l'utilité qu'a cette relation pour elle, elle pourra, prenant l'utilité, trouver un autre palliatif si elle n'a pas ce qu'elle désire. Lorsque je suis avec quelqu'un et qu'on s'aime, je me sens bien. Donc, j'aime qu'on s'aime pour me sentir bien. C'est pour ça. J'aime une relation sexuelle pour me sentir, etc. Je n'ai pas la relation depuis 1 mois et je me sens... Alors, y a-t-il d'autres moyens utiles, d'autres outils pour me permettre de me sentir convenable? Mais si la relation sexuelle est importante, elle ne cherchera jamais d'autres outils. Elle va chercher ça, avec n'importe quoi ou avec n'importe qui. Comprenez pourquoi vous faites une chose. C'est déjà l'intelligencer, c'est déjà la mentaliser. Pas comprendre quelque chose pour s'excuser de le faire, pour se donner une raison de le faire, pour intellectualiser. Mais savoir pourquoi on le fait. Pourquoi moi je fais des conférences? Je le sais. Parce que j'apprends quand je parle. Alors je parle. Mais je le sais. Sinon, je le fais pas. Il y a des raisons. Ça devient donc des outils, donc c'est utile. Ce n'est pas important. Cherchez à savoir pourquoi vous faites une chose risque de vous amener à en découvrir l'utilité ou l'absurdité. Et après ça, selon votre potentiel énergétique, vous allez être capable de cesser ou de continuer, même à chercher quelque chose qui va être un peu plus adapté à votre état de santé.
Si j'ai bien compris, tu as dit que la conscientisation amenait de la fatigue. J'aimerais que tu élabores sur ce phénomène. Est-ce que se conscientiser est utile? La conscientisation, qu'elle soit utile ou non, est irréversible chez l'homme. Conscientisation veut dire prendre conscience. Ça veut surtout dire étendre son champ de conscience. Ça veut donc dire vivre et plus que comprendre plus de choses. La conscientisation telle qu'elle se fera dans l'ère nouvelle, chez l'homme et la femme nouvelle, amène l'épuisement et non pas la fatigue. La résistance que va opposer l'ego à la conscientisation peut amener la maladie et la fatigue, mais l'épuisement va être géré par celui qui est à la recherche de son esprit. Le contact avec les énergies supramentales, entre l'ego et celle-ci. La création d'une énergie qu'on peut appeler ajusteur de pensée, qui va permettre à l'homme d'ajuster sa pensée, qui va permettre à l'homme et à la femme de cesser d'être colorés par son expérience mémorielle pour arriver à être assujettis et régis, ajustés par une énergie intentionnelle, donc créatrice, qui n'est pas régie par l'expérience mémorielle de l'homme planétaire. Cela veut dire que l'homme ne dira pas « Comment dois-je régler ce problème ?» Alors il va chercher dans ses mémoires. Non. Il va le régler comme il doit être réglé. Parce que c'est instantané et ce n'est pas régi par la mémoire planétaire. Alors un juge réglé par son ajusteur de pensée ne cherchera pas s'il y a déjà eu des précédents dans telle cause. Vous avez un problème mécanique, vous ouvrez le capot, vous réglez le problème, fermez le capot. Est-ce que vous avez appris? Non, c'est pas nécessaire. Parce que l'intelligence spontanée, l'énergie supramentale, antiquement appelée Esprit Saint, qui donnait aux apôtres la faculté de savoir sans jamais avoir appris, qui donnait aussi aux apôtres la faculté de parler dans tous les langages sans qu'ils les aient eux-mêmes appris, qui donne ceci. L'énergie supramentale est une énergie qui permet à l'homme de se retrouver. C'est l'esprit de l'homme. L'une des parties les plus basses de l'esprit de l'homme. Présentement, l'homme est habité par une entité. L'homme est habité par une identification qu'il s'oppose à lui-même de lui-même, par son ego. L'homme est habité par quelque chose qu'il a appris. L'homme est habité par son expérience. Et cette expérience crée un contexte évolutif. Cette expérience veut être nourrie. Donc, l'homme recherche l'expérience parce que l'expérience pense que l'expérience accumulée va permettre à l'homme de régler tous les problèmes qu'il va rencontrer. La peur fondamentale chez l'homme est liée au fait qu'il ignore ce qu'il va arriver. Parce qu'il ne l'a pas expérimenté, c'est-à-dire parce que ce futur n'est pas dans ses mémoires. Ce futur n'étant pas dans ses mémoires, l'homme a peur parce que l'homme ne sait pas s'il saura réagir ou agir convenablement à ce futur. Alors l'homme recherche l'expérience, il lit, il apprend ou il fuit. C'est-à-dire que l'homme essaie de fuir la réalité vivante pour vivre dans un cadre connu, un cadre qu'il va se constituer et dans lequel il ne voudra plus sortir. Tel est le handicap des religions, du foyer, du travail, du sport, des clubs, des groupements, parce que la personne se trouve en sécurité, parce qu'elle s'est constitué un cadre illusoire de réalité dans lequel sa mémoire fait. Alors la personne rentre chez elle, chaque chose est à sa place. La personne rencontre ses amis, ils sont là. La personne refait, c'est ce qui crée l'habitude, le fait de répéter un avenir connu dans le passé, l'habitude. Lorsque l'homme arrive à expulser l'ego chez lui, lorsque l'homme arrive à un point où il se fera, où l'homme psychologique, où l'ego se fera expulser par ce que l'antique religion appelait l'esprit de l'homme, la conscience supramentale en ce qui regarde le Québec. Lorsque cet esprit entre en contact avec l'homme, elle ajuste premièrement l'instruction de l'ego. Elle l'ajuste par un mécanisme qui va s'opérer entre le mental énergisé de l'homme et l'énergie supramentale pour donner naissance à l'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée permet à l'homme de savoir que ce qu'il a besoin de savoir pour que l'ego puisse lentement apprendre que cet ego, cette âme de l'homme, n'est rien. Que ce phénomène ne peut pas évoluer en ce sens qu'il ne rejoindra jamais l'esprit. Il sera spiritualisé dans le sens esprisé, il sera supramentalisé.
Il faut comprendre que lorsque l'homme a cet ego chez lui, l'homme est possédé par une entité. Et chaque être humain sur la planète est un être humain total, parfait, mais possédé. Parce que chaque homme et chaque femme et chaque enfant est possédé. Possédé par une entité qui désire et qui change d'idée, par une entité pacifique et colérique, par une entité dépressive et constructive, par une entité qui doit un jour être expulsée de chez l'homme, qui doit un jour être détruit en ce sens énergisé, en ce sens supramentalisé. Ces énergies sont chez l'homme depuis longtemps. Lorsque l'homme essaie de clarifier chez lui ce mécanisme égoïque, cette identification possessive de son corps qui prend la place de l'esprit, il essaie de la spiritualiser, il essaie de la faire évoluer. Alors l'homme se met en marche vers une évolution. L'ego, l'entité qui possède le corps physique de l'homme, dans lequel l'homme s'identifie, toutes vos émotions, vos désirs, vos souffrances, vos malheurs sont là-dedans. Parce que l'homme réel ne souffre pas. Et l'homme nouveau, la femme nouvelle n'ont plus d'ego, ne souffrent pas non plus. À la place de l'ego vient l'esprit, l'énergie supramentale ou la conscience. Est-ce nécessaire, est-ce utile de se conscientiser? C'est comme demander à une graine si c'est nécessaire et utile qu'elle devienne un arbre. Ce n'est pas du ressort de la graine de déterminer si c'est utile de devenir un arbre. Ce n'est donc pas de l'essor de l'homme de déterminer si c'est utile de se conscientiser. Cessez de vous conscientiser. Je vous mets au défi. Vous ne pourrez pas. Cessez de réfléchir. Je vais vous poser une question plus facile. Vous lancez un défi encore plus simple. Comment faire le plus facile? Cessez de souffrir. Vous ne serez pas capable. Alors, demandez-vous pas si vous pourrez cesser de vous conscientiser. Parce que la souffrance vous pousse dans le derrière pour vous conscientiser. Ça va pas, je veux savoir pourquoi, je veux plus souffrir. Alors, vous recherchez, vous comprenez des mécanismes et vous clairez la souffrance. Vous clairez, vous éliminez, vous vous conscientisez. Est-ce utile ou intelligent? Oui. Mais ce n'est même pas du regard de l'ego de l'homme de se poser la question, de répondre à cette question. Chaque être humain va vers une conscientisation. Elle est limitée parce que son point de départ est limité et parce que sa génétique physique le limite. Mais il se conscientise. Il évolue, si vous préférez. Moi, je préfère conscientiser ou améliorer. Parce qu'évoluer est trop charrier. Alors, la conscientisation, on ne se pose pas la question, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Juste une petite précision, Daniel, quand tu dis que chaque être humain est possédé, bon, il est possédé par son propre ego, mais est-ce qu'il est possédé en plus par des entités extérieures à lui-même? Lorsqu'une entité extérieure à lui-même rentre à l'intérieur, il le possède. Il est possédé par son propre entité qu'il possède. N'est-ce pas? Alors, il est possédé par son propre ego, mais l'ego n'a rien à faire là. L'ego ne peut pas rencontrer l'esprit, l'homme psychologique ne peut pas rencontrer son Dieu pour la simple raison que ça n'a pas d'affaire là. L'ego ne peut pas faire descendre Dieu chez lui et dire, tiens, je vois Dieu, je suis Dieu et je suis moi-même. Tu peux pas être toi-même et être d'autres choses. Faut que toi tu décolles pour que d'autres choses viennent. Alors je me regarde dans le miroir, tiens, c'est moi. Pas toi. Ça, c'est le reflet de toi. Ça ne peut pas être toi, tu ne peux pas être le miroir. Alors Dieu est à l'extérieur de l'homme parce que l'homme veut connaître Dieu. Alors si l'homme veut connaître Dieu, il faut qu'il mette Dieu à l'extérieur. Parce que si Dieu est en dedans, l'homme il cherche Dieu puis il ne voit pas Dieu. Bon, alors il veut connaître Dieu, alors il dessine une peinture, il prie, il l'adore. Comment va? Si Dieu est dans le ciel, les oiseaux sont plus évolués. Si Dieu est en dedans, la bouffe que tu prends est plus évoluée, il y a un problème. On va dire non, c'est énergétique, alors pourquoi le chercher? Pourquoi le prier? Pourquoi tout ça? Pour la simple raison que tout ce qui prie, ce qui cherche, ce qui veut évoluer, c'est l'ego. Bon, alors si ça vous intéresse qu'on poursuive là-dessus, on peut le faire, mais évidemment, ça peut créer certains petits chocs chez certaines personnes qui ne sont pas prêtes, ou bien on continue à répondre aux questions. Bon, alors on a le choix entre un ou l'autre. Je laisse ça à la... Bon, j'entends juste des continuer. Alors, s'il faut qu'on continue, vous dites qu'on continue pas. Bon, alors on continue. Alors voilà ce qui arrive. C'est que on va reculer progressivement dans le temps et on va oublier certaines choses. Mais au niveau de l'homme, l'entité qui le possède, il fut un temps où les énergies que l'homme appelle divines, ou les énergies supramentales, pour prendre un terme qui est peut-être moins galvaudé, on oublie bien des mécanismes qu'on a vus dans la conférence, les mécanismes de la réflexion. Lorsque l'être humain, animal, biologique, à travers un paquet d'animaux,
a la faculté de se constituer une cérébralité, un cerveau et un centre laryngé par la dynamisation des énergies sexuelles vers le crâne et la gorge, ce qui va obliger l'homme à se sexuer. Par la simple raison qu'en Lémurie, donc avant que l'homme soit sexuel, l'homme était hermaphrodite, comme on a encore différentes espèces d'animaux qui le sont, l'énergie sexuelle de l'homme était utilisée à 100% pour la procréation. Donc, l'homme, l'humain, n'avait pas besoin de relations sexuelles, il se reprocréait comme les cellules le font et comme d'autres animaux le font. L'hippocampe, entre autres, et différentes autres espèces d'animaux. Lorsque l'énergie sexuelle a été focalisée vers le cerveau et le centre laryngé pour constituer le centre de réflexion, le cerveau, mais non pas un cerveau qui va être régi par des esprits de groupe, comme on va le voir, mais un cerveau qui va être capable d'être autonome et de recevoir une identification. Un cerveau qui pourra dire un jour, tiens, mais j'existe, ce que les animaux ne font pas. Et un centre laryngé pour communiquer la parole, communiquer la pensée, de façon à créer un monde astral, un ciel planétaire. L'énergie sexuelle a été divisée en deux, une partie pour la procréation, une partie pour créer le cerveau. Alors l'espèce humaine est devenue sexuée parce que deux êtres humains devaient mettre leurs énergies sexuelles ensemble parce que leur potentiel sexuel avait été divisé en deux. Donc naît l'homme et la femme en Lémurie. Lorsque l'énergie supramentale descend chez l'homme, elle pleut. Elle pleut en ce sens que cette énergie, elle est omniprésente, elle est partout. C'est ce qui a aussi été enseigné dans l'antique religion. Alors, elle sort partout à l'extérieur et elle pénètre chez l'homme. Chaque parcelle d'énergie divine ou supramentale qui ne pénètre pas le corps de l'homme assiste à la prise en possession de l'énergie supramentale chez l'homme. Donc, on a une énergie relativement intelligente qui est baissée en vibration, donc qui est planétarisée, de façon à être accessible au corps de l'homme. Cette énergie pénètre chez l'homme et va à l'extérieur de l'homme. L'énergie qui assiste. Sachez une chose, c'est que les énergies sont en involution totale dans un seul but, bloquer leur involution pour retourner vers ce que l'homme appelle Dieu, mais vers la source première, vers ce qui les a émis. L'énergie supramentale, lorsqu'elle pénètre l'homme, elle constitue chez l'homme un ego, une psychologie. Elle permet à l'homme de parler. Lentement, pas trop vite, mais suffisamment, et elle permet à l'homme d'entrer en communication, en relation, donc en communion. Mais l'énergie supramentale, qui n'est pas captée par l'homme, elle assiste et elle est intelligente. Cette énergie va vouloir faire la même chose que toutes les énergies, retourner vers la source première. Mais il y a dans l'univers, et ça c'est très difficilement accessible par l'homme médiocre, que l'être humain sur la planète Terre qui a la faculté de bloquer l'involution de Dieu pour permettre à celui-ci de réévoluer. L'homme est une parcelle de Dieu involuée, que l'on dit, c'est vrai. Et si l'homme est une parcelle involuée, cela prouve que Dieu ne peut être parfait, parce que s'il est parfait, l'homme est parfait. Et les énergies involues vers l'homme viennent s'asseoir sur l'homme. Et selon le degré d'évolution de l'homme, elles vont stopper leur involution pour maintenant retourner avec l'homme vers le centre. Les énergies qui sortent à l'extérieur ont une seule idée en tête, posséder un corps humain pour revenir. Ces énergies vont être suffisamment, disons, en relation avec l'homme de l'époque en Lémurie pour même pouvoir permettre à cet homme de l'époque de pouvoir entrer en communion sexuelle avec une race qui existe en Lémurie et qui a la seule fonction, par sa présence énergétique, de permettre à l'homme d'évoluer. Alors automatiquement, la race adamique va se mélanger avec la race humaine pour constituer l'homme, nous autres. L'animal humain qui évolue n'a pas de faculté égoïque, donc il n'a pas de désir, il n'entrera jamais en guerre. Au contact d'une race énergétique qui vient transfuser de l'énergie supramentale chez cet homme planétaire, une race qui n'a pas de corps souffrant, ce que l'homme doit avoir. Parce que la race qui n'a pas de corps souffrant, continuant son évolution, va avoir un corps dense comme le nôtre. Cette race, par l'intermédiaire des énergies qui n'ont pas de corps physique, des énergies supramentales et planétarisées, vont finir, une femme de cette race va finir par donner naissance avec un autre homme, et c'est ce qu'on va aussi parler de la naissance du premier enfant. On donnera naissance à des hommes qui seront, dès leur naissance, habités par ces entités, par cette énergie extérieure qui tend à posséder l'homme pour vouloir évoluer. Ces énergies ont tout fait. Ce sont des énergies divines. Ils ont tout fait
pour pouvoir retourner dans un temps record vers leur point source. Mais le rôle de l'homme sur la planète, ce n'est pas de revenir immédiatement, c'est de créer un cadre totalement matériel sur lequel vont pouvoir s'asseoir les énergies involuantes divines de Dieu pour pouvoir bloquer l'involution de ces énergies. Si une énergie vient sur la planète et retourne immédiatement, d'autres énergies vont devoir devenir matière. Le rôle de l'homme est de bloquer cela. Alors l'homme se conscientise, il n'a pas le choix. Mais les énergies extérieures n'ont qu'une fonction, retourner vers le centre premier. Alors ils vont essayer, et ils savent très bien que s'ils n'ont pas de corps physique, ils vont involuer jusqu'à devenir matière. Alors ils vont essayer de posséder des corps de matière. Et c'est là que la condensation de ces entités connues d'une façon traditionnelle dans l'antique religion sous la terminologie de Lucifer va essayer de prendre le corps d'un homme pour essayer d'engendrer une lignée humaine qui pourra posséder les énergies lucifériennes qui, eux, pourront évoluer. Alors, cette énergie que l'homme appelle Lucifer, on appelle ça un ange, un être de lumière déchu, mais en fin de compte, une énergie supramentale planétarisée. Cette énergie luciférienne va être capable de forcer l'humain, qui n'est pas nous, à se mélanger sexuellement avec les êtres adamiques qui ne sont pas nous, pour pouvoir constituer un homme évolué plus rapidement, supérieur, et cet homme pourra évoluer plus rapidement. Alors Lucifer, pour sauver l'humanité, alors qu'il n'en comprenait pas les mécanismes, a créé l'être humain. Voilà. C'est ceux qui recherchent leur père créateur, maintenant vous savez c'est qui. C'est Lucifer. Alors donc, on va dire l'humanité, suite à cela, est déchue. Mais elle n'est pas déchue, l'humanité. Oh, évidemment, comparativement aux énergies divines, elle est déchue, mais elle n'est pas déchue. Elle a un rôle fondamental à jouer, rôle qui a été perturbé un peu dans le début par les énergies lucifériennes. Ces énergies connaissent, savent, ont assisté à la création du corps de l'homme et ont forcé l'homme à engendrer l'humanité actuelle. Ces énergies n'ont toujours pas de corps, sauf qu'ils sont capables à la naissance de prendre possession d'un corps par des mécanismes relativement compliqués. Et automatiquement, chaque être humain à la naissance a la faculté d'évoluer. La faculté de vouloir savoir rapidement. Oui, mais si tu sais, tu pourras pas comprendre. Je veux savoir. Ce sont les êtres de lumière qui dirigent l'humanité. Ces êtres de lumière sont dangereux pour l'humanité, mais ils sont restreints par les énergies intelligentes. J'ai déjà donné l'exemple que lorsqu'une personne fonce vers le soleil en automobile, elle prend le champ. Si elle se met des lunettes fumées, elle est obscurcie, mais là, elle peut voir clair. Et ça, c'est l'initiation lunaire, disons, qui est beaucoup plus intelligente que l'initiation solaire donnée à la communauté, à la collectivité. Les énergies supramentales poursuivent leur descente. Poursuivant leur descente, ils sont à l'extérieur de nous et ils vivent dans ce que l'homme ésotérique appelle l'astral. Là où vivent aussi les énergies lucifériennes. Mais l'énergie luciférienne a la faculté de pouvoir vivre dans l'homme. Mais elle n'a pas la faculté de posséder l'homme à 100%. L'homme est toujours en contact avec son esprit. Mais l'esprit ne peut pas prendre la place de cet esprit déchu des énergies lucifériennes. Lorsqu'un homme, un plan biologique, physique, devient totalement possédé par un esprit luciférien, il devient intelligent. Mais intelligent d'une façon qui est exemplaire parce qu'il est relié à un mécanisme, disons, d'énergie supramentale, astralisé. Alors cet homme est capable de manipuler les collectivités. Cet homme est capable de parler et on va l'écouter. Cet homme, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Alors il va vouloir faire ceci. Il va vouloir donner des corps parfaits à tout le reste des esprits lucifériens pour que ceux-ci puissent prendre possession d'un corps afin d'évoluer pour retourner vers leur centre premier. Mais ils vont travailler en collaboration, cet être humain. L'un des exemples est Adolf Hitler. Il va travailler en collaboration avec une autre forme d'esprit. Présentement, l'énergie supramentale descend chez l'homme. Et chaque fois que l'homme prend conscience, il dégage, il libère de chez lui une partie des esprits lucifériens qui reviennent à l'extérieur. Plus l'homme se conscientise, plus le mal tend à monter. Tout à fait normal. Le mal, ce qui veut prendre possession des corps humains, ce qui veut obliger l'homme à nourrir le mal. J'explique. L'énergie supramentale poursuit sa descente aujourd'hui, comme elle le fait depuis que l'homme est au monde. Sauf que l'énergie présente n'expérimente pas la création de l'homme. Elle descend et elle vibre de l'homme. Elle vibre de l'homme, c'est-à-dire qu'elle accumule de l'expérience. Vous, en tant qu'entité corporelle, vous avez la faculté de vous faire mal, de vivre, d'accumuler de l'expérience.
L'énergie extérieure de l'homme qui n'a pas de corps physique, et c'est pourquoi les morts viennent toujours voir les vivants pour essayer de les posséder, ou au moins de faire agir leur corps en leur disant qu'ils sont des maîtres, parce que là, ils accumulent de l'expérience. Ces entités n'ont pas de corps. Par contre, ils sont capables de mémoriser de l'expérience, mais ils ne sont pas capables de l'engendrer. L'homme peut engendrer de l'expérience. Alors, l'homme devient un élément de nourriture pour les énergies astrales, les énergies supramentales astralisées. Ces énergies collectives vont avoir une fonction, regrouper l'homme en clans pour que l'homme s'entretue, pour que l'homme se drogue, pour que l'homme se prostitue, pour que l'homme crée des mécanismes sociaux, comme on connaît aujourd'hui et comme on a toujours connu, de façon à ce que l'homme crée de l'expérience, de l'émotion. L'homme aime, l'homme haït. L'homme, enfin tout ce qu'on connaît aujourd'hui de décadence, est intelligent. Mais ce ne sera plus intelligent longtemps. Alors, ces mécanismes, qu'est-ce qu'ils font? Lorsque je lance mon verre d'eau dans le visage de Guy, Guy se met en colère, il exprime de l'émotion que vous allez percevoir. Ça va aussi vous faire de quoi? Ces émotions nourrissent les énergies astrales extérieures qui forcent l'humanité à s'entre-déchirer, à s'entre-aimer pour s'entre-déchirer, qui forcent les hommes à nourrir cette énergie pour lui donner de l'expérience. C'est le plan astral et c'est ce que l'homme appelle aussi Satan. Ce sont les énergies sataniques. Satan, l'atmosphère, c'est le cas de le dire. Alors c'est ça, les énergies sataniques. Alors l'homme se conscientise pour la simple raison que son véhicule physique, vital, même astral et mental, est là parce qu'il a été régi par des énergies intelligentes, mais évidemment, ces énergies n'ont pas pu tous, parce que c'était intelligent, qu'ils ne prennent pas tout un corps physique pour pouvoir créer un monde, un ciel, dans lequel l'homme va évoluer longtemps en sécurité. Aujourd'hui, plus l'homme se conscientise, plus le mal grimpe. On a toujours vu que plus on avait de paix, plus on avait de mal. C'est courant dans l'histoire de l'humanité, c'est normal. Lorsqu'un peuple commence à vivre bien, il y aura toujours un peuple envahisseur pour venir l'empêcher de continuer. Et ça, c'est régi par un ordre collectif, un ordre de groupe, par ce qu'on peut appeler les énergies sataniques, qui n'ont qu'une seule fonction, faire que l'homme crée de l'émotion pour se nourrir, ce qui donne de l'expérience aux énergies sataniques, leur donnant l'impression d'évoluer. Mais l'homme, dans tout ça, pendant des milliers d'années, n'a servi que de véhicule, il a été manipulé continuellement pour servir ces choses. Tandis que l'homme est le maître de ces choses. À la recherche de son esprit, la conférence de la semaine prochaine, on va justement élaborer sur les mécanismes qui vont obliger l'homme à expulser de chez lui cet ego pour permettre à l'esprit de pénétrer. Mais il se trouve d'une façon remarquable que Lucifer veut que l'homme atteigne cet esprit avec lui, tandis que l'homme l'atteignera seul. Les énergies sataniques veulent aussi que l'homme atteigne l'esprit avec Satan, ou les énergies sataniques, tandis que l'homme va les atteindre seul. Lorsqu'on a une histoire où le Nazaréen est dans le désert et Satan vient le rencontrer, Lucifer, ça a été réglé avant, Satan vient le rencontrer et il lui dit « Travaille avec moi et je t'offrirai tout cela. » C'est normal, Satan le possède déjà, c'est le collectiviste, Satan. Alors il peut donner un royaume, il peut forcer l'humain à servir. C'est ce qui régit la collectivité. Alors le Nazaréen, évidemment, n'a pas besoin de ça, c'est le maître, c'est le boss de Satan. Comme d'ailleurs chacun d'entre vous l'est. Pas l'est, mais l'est. Alors voilà ce qu'est la conscientisation et voilà aussi ce que sont les mécanismes qui possèdent l'homme. Maintenant, lorsque une entité satanique possède totalement un être humain, là il devient animal. Les films d'exorcisme et de possession font toujours référence à une possession satanique, mais jamais à une possession luciférienne. Et c'est pas plus dangereux que ça, on est possédé. On les possède nous autres aussi, alors. Hein. C'est rien là. Une autre question pour rester dans les hautes sphères, là. Est-ce que la fatigue aura un rapport avec l'énergie tellurique de la planète? Autrement dit, est-ce que la planète est fatiguée? Est-ce que la planète est fatiguée? La société est fatiguée et la planète est fatiguée. La planète va vers un épuisement parce que l'humanité va vers une conscientisation supramentale. Les premiers endroits qui vont être épuisés s'ils ne savent pas comment s'orchestrer, comment s'organiser pour ne pas se laisser épuiser, seront le Québec, le Canada, les États-Unis, donc l'Amérique, et lentement ça va s'étendre un peu partout. Le Québec ésotérique, ça va de soi. Alors la planète aussi, elle est fatiguée. Les énergies telluriques, bon, je ne répondrai pas trop clairement pour la simple raison qu'on va finir la conférence là-dessus, puis j'aimerais quand même toucher un peu les autres questions.
La planète, elle est fatiguée autant que l'homme est fatigué, et plus la planète vitalement est fatiguée, plus l'homme vitalement peut être fatigué. Sauf qu'il y a des régions planétaires, les Laurentides en sont une par exemple, où l'homme peut se réénergiser si l'homme va là suffisamment longtemps. La chose primordiale à bien comprendre, c'est que lorsque l'homme est stressé, l'homme ne peut pas se réénergiser. L'homme ne peut pas se reposer. Si vous partez en vacances, on va vous dire oublie tout, oubliez tout. Mais évidemment, vous n'oubliez pas tout parce que c'est important. Alors vous reléguez dans le fin fond de vous les choses importantes pour ne pas y penser. Mais à l'instant même, 2-3 jours avant le retour des vacances, c'est tout là. Vous devez vivre sans choses importantes, mais prendre conscience de l'intelligence des choses utiles. Et il y a une marge entre un et l'autre. Ici, c'est important, les choses utiles. On n'a rien compris. Il faut vivre libre. Libre des attachements. Je le dis et je vais le répéter souvent, mais c'est la seule chose qui va libérer l'homme. Lorsque la possession chez l'homme, lorsque l'entité possessive ne peut plus s'énergiser, ne peut plus attacher d'importance à rien, lentement, sans douleur, elle quitte l'homme. Alors l'homme, qu'est-ce qu'il retrouve? Il retrouve chez lui plus de compréhension de tout. Tout va mieux. Il s'ajuste. L'évolution, c'est facile. Ah, c'est facile. C'est facile. Sauf que l'ego résiste. Parce que l'ego veut qu'on évolue avec lui. Alors l'homme, même le Nazaréen va dire, l'homme est aussi Dieu. L'homme est un fils de Dieu. Et l'homme va même faire plus que moi. Et l'homme dit, ah, génial. Mais l'homme se refuse de faire ça. L'homme se refuse de dire oui. Il dit que c'est vrai parce que c'est le Nazaréen, parce qu'il l'adore. Mais si un autre répète la même chose sans citer le Nazaréen, ah ben là, on ne le croit pas. Parce que l'entité possessive chez l'homme ne veut pas être autre chose que ce qu'elle est. Lorsque je dis et lorsque lui disait que l'ego, que l'homme psychologique doit mourir, que naisse l'homme nouveau, oh, j'interprète un peu, il ne parlait pas de nouveau à l'époque quand même. Mais lorsque l'homme doit mourir pour pouvoir faire renaître quelque chose de neuf, lorsque la graine qui va en terre doit pourrir et mourir pour que naisse l'arbre, ça, l'ego doit disparaître complètement de chez l'homme. Qu'est-ce que c'est l'ego? C'est toutes les forces astrales. Qu'est-ce que c'est les forces astrales? Ce sont les forces lucifériennes, entre autres, et sataniques à l'extérieur de l'homme. Qu'est-ce que c'est ces mécanismes? Ce sont les mécanismes qui aident l'homme dans un certain laps de temps et qui nuisent à l'homme dans un autre laps de temps. Qu'est-ce que c'est que tout ce mécanisme? C'est tout ce qui est régi par le ciel planétaire. Qu'est-ce que l'ego chez l'homme? C'est son plus gros frein. Qu'est-ce que l'ego chez l'homme? C'est son âme. Qu'est-ce que l'âme humaine? Son plus gros frein. Qui veut évoluer et qui veut sauver quoi? L'âme. Tandis que l'esprit, on s'en fout. Même si on s'en fout, les mécanismes s'opèrent de toute façon. Lentement, l'homme va arriver à se conscientiser et à vivre libre. Libérez-vous de l'important. Mais quand c'est utile, on s'en sert. Quand c'est plus utile, on le range. Quand c'est nuisible, on l'élimine. Tandis que dans l'importance, on conserve. Que faire lorsqu'il y a conflit d'utilité? Ce qui est utile pour toi ne l'est pas nécessairement utile, voire important pour l'autre. Par exemple, tu es responsable d'un groupe et c'est utile et nécessaire qu'il y ait de l'ordre ou une certaine marche à suivre. Et si un enfant ne trouve pas ça du tout utile, quoi faire du fait que tu es responsable du groupe? En fait, là, si je résume le reste, comment établir la priorité des utilités? Bon, premièrement, dans un groupe, lorsqu'on travaille avec un groupe, il faut comprendre que la majorité des personnes d'un groupe ont plus d'importance écologique qu'une entité inadéquate du groupe. Première chose à faire est d'essayer de faire comprendre, si cela se fait, les mécanismes écologiques chez l'enfant. D'ailleurs, les taloches vont normalement dans une famille servir à ça, mais il y a d'autres moyens de passer par les taloches. L'enfant a-t-il une raison d'être dans ce groupe? Si c'est un professeur, alors peut-être qu'il devrait changer de classe. Peut-être qu'il devrait changer d'école, mais notre système éducationnel n'est pas conçu pour ça. On est zoné. Puis on tapoche jusqu'à temps qu'ils comprennent, ben non puni. Bon, on tapoche psychologiquement aujourd'hui. On ne tape plus physiquement, mais on y va psychologiquement. On doit essayer de faire comprendre, et pour ça, il faut évidemment que l'adulte le comprenne. Première chose dans une classe, c'est de faire comprendre l'écologie de la classe. Et il y a différents moyens. Je ne veux pas donner un cours d'écologie infantile ici ce soir parce qu'on n'a pas le temps, mais
L'écologie, pensez-y, puis revenez-y, puis vous allez finir par éliminer bien des problèmes. Tous les problèmes familiaux vont disparaître, sans nécessairement que les personnes s'en aillent. Problème de travail. Évidemment, lorsqu'un professeur pose une question, toute la classe va presque bien, mais on en a un qui, lui, se fout royalement de tout. C'est que lui, son cadre d'écologie nécessite que tout le monde s'occupe de lui. Parce qu'il y a un problème. Comme par exemple dans les cours d'Ardenne qu'on donne ici aux enfants, moi, les autres professeurs, on va se battre avec les enfants. Évidemment, on perd. Mais ça règle un gros problème d'écologie. Parce qu'on bouge des lacunes qu'ils n'ont pas chez eux. Et plusieurs enfants viennent sans rien comprendre, mais ils viennent juste pour ça. Planter un adulte. Mais c'est le contact. C'est même pas l'idée psychologique de gagner. C'est le contact. L'enfant qui est ectopique dans une classe, il y a quelque chose si on observe. Parce que sachez bien que c'est important pour lui de faire ce qu'il fait. Parce que sinon, il ne le ferait pas. Donc, il y a une utilité pour lui, mais il ne le sait pas, de faire ça. Trouvez donc l'utilité. Et lorsqu'on aura trouvé l'utilité, on pourra fournir des outils à l'enfant. D'autres outils que les outils que lui-même se donne. Alors, lorsqu'on a trouvé pourquoi il fait ça, on ne dit pas, ben oui, mais il est mal élevé, il est stupide, non. Il y a une raison intelligente pourquoi il le fait. Cosmiquement, écologiquement, il a un besoin. Si la classe ne peut lui donner, on devra trouver un autre cadre. Mais sinon, on doit essayer de comprendre l'utilité. Quelle utilité il y a que lui fasse cela? Ça lui permet de vivre. C'est important pour lui, mais c'est pas ajusté. Lorsqu'on a trouvé, il fait ça pour ça. C'est vrai qu'il en a besoin. Dans l'état où il est, il en a besoin. Est-ce qu'il y a un moyen où je peux lui donner, où on peut lui donner avec d'autres outils? Et là, lentement, on va habituer l'enfant à l'écologie. Mais pour ça, il faut évidemment, parce que l'éducation, on pense toujours qu'on éduque les autres à partir de l'éducation qu'on a eue. C'est faux. On éduque les autres à partir de l'éducation que l'on se fait, au fur et à mesure que l'on éduque les autres. Parce que l'homme enseigne toujours le mieux ce qu'il a le plus besoin d'apprendre. Mais ça, c'est tout à fait interdit dans les écoles. On les vire vite, les professeurs qui apprennent sur le dos des élèves. Le sommeil flash quelques secondes, quelques minutes. Pourquoi est-il si réparateur? Le sommeil flash. La psychologie, c'est elle qui a peur. Il y a un endroit dans le ciel, dans le monde astral planétaire, où l'âme, ou lorsque l'ego va se trouver dans un sommeil, ce qu'on pourrait appeler pas tout à fait diabolique. On a attribué à Satan, le diable, les choses diaboliques. Même dans la religion antique et contemporaine, on parle de Lucifer comme étant un ange déchu, un être de lumière déchu. Alors, il ne faut pas penser, parce qu'on est luciférien, qu'on est en enfer. On dit que Lucifer est le maître de l'enfer, le maître de la planète Terre. Oui. Là où l'homme souffre tout le temps. Oui. Pas lorsque l'homme est mort. Que lorsque l'homme est mort, il y a d'autres choses qui se passent. Alors, ce qui fait que le sommeil flash, c'est lorsque la personne a la faculté innée d'aller se réparer psychologiquement, égoïquement, dans cette région. Lorsqu'elle revient, la chose qui l'habite, son ego, son identification, elle est bien. Alors, elle recommence. Tandis qu'une autre personne, elle va vaguer, puis elle revient, puis elle n'a rien trouvé. Elle a de la difficulté. Éliminer le stress, c'est d'éliminer la faculté qu'a l'ego d'entrer en contact avec la réalité, tout en essayant de la colorer par ce qu'il voudrait que la réalité soit. Cesser d'être stressé, c'est éliminer 90% de nos maladies, et c'est se retrouver libre. Il pleut, merveilleux. Il neige, merveilleux. Mais pas d'une façon psychologique, tripante. Oh, que c'est beau, il neige! Wow! C'est en plein été au mois de juin. C'est pas de vouloir triper, c'est pas du positivisme. Il neige, hein? C'est pas du positivisme, il neige. Bon. Alors, il neige. Voilà. Et il pleut. C'est pas du positivisme, c'est pas du négativisme, il pleut. Alors, c'est pas de tout trouver beau, puis de rien trouver de laid, c'est d'être quelque chose d'autre. D'être en harmonie avec ce qui se passe. D'être bien. Pas d'être trop bien. D'être bien. Ça se définit presque pas. J'ai un élève de PMC dernièrement, justement, qui l'a bien défini. C'est d'arriver à vivre
Comment il a dit ça? Ah! Voyez, la mémoire, je m'en sers pas trop en conférence, alors ce qui fait que... Merci. Arriver à être neutre, actif. Alors, c'est pas d'être sur la voie du juste milieu. C'est pas d'être pour, d'être contre, d'être neutre, actif. Ce qui permet à l'homme d'être neutre, actif. Méditez là. Méditez quelque chose. Neutre, actif. Justement, tu parlais du stress. Si la personne demande si tu peux expliquer l'utilité du stress. Le stress, il est là pour faire comprendre à l'ego que celui-ci ne mène pas le jeu. Le stress, il est là pour vous enseigner la loi du karma. La loi du karma, c'est une loi de rétribution pour l'ego. C'est une loi d'action-réaction. La loi du karma, cela veut dire que lorsque vous faites quelque chose qui n'est pas écologique, automatiquement une réaction à l'encontre vient réinstaurer l'écologie et vous souffrez. Le stress, c'est parce que l'homme agresse tellement l'écologie qu'automatiquement, il en reçoit les retours. Vous mangez juste du sucre, ce n'est pas écologique, votre corps n'a pas besoin de ça comme ça, alors automatiquement, il y a un système d'alerte, un stress physique. Vous êtes toujours en train d'attacher de l'importance à l'extérieur, ce n'est pas écologique, l'extérieur est changeant. Alors automatiquement, vous allez être stressé parce que vous allez résister au changement. Vous allez avoir peur du changement. Le stress, il est là pour enseigner à l'ego que ce n'est pas lui qui mène le jeu. Autrement dit, le stress, il est là pour vous enseigner que ce n'est pas vous qui menez le jeu. Chaque fois que l'homme prend une décision qui est en regard que de lui, il est fait. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas prendre de décision en regard que de lui. Il doit le faire en regard de l'écosystème extérieur, ce que la religion appelait le plan de Dieu. Crime, si tout est placé et que tout fonctionne seul, toi t'arrives, tu veux tout changer, tu vas avoir du stress. Tu vas avoir des maladies, tu vas avoir des souffrances, des accidents. Et si tu découvres l'écosystème, c'est quoi? L'intelligence qui règle tout l'extérieur et que tu embarques dedans. Et cet extérieur tend à s'améliorer. La perfection biologique des plantes, la perfection biologique des animaux, l'évolution biologique de Darwin. Mais l'homme subit une autre forme d'évolution qui n'est pas régie par la loi de Darwin, tandis que les animaux et la matière le sont. Alors donc, l'homme doit comprendre cette évolution régie par des énergies harmonieuses. Il y a une harmonie qui règle tout ce mécanisme, pas l'harmonie de l'homme. Lorsqu'on voit une petite souris à terre et que c'est cute, lorsqu'on voit un aigle descendre sur la souris, la ramasser, la piocher, la déchiqueter, la manger, on sort notre 12 ponts sous l'aigle. Lorsqu'on voit un gracieux aigle voler dans les airs, c'est que c'est beau. Lorsqu'on voit un homme tirer l'aigle, on voudrait tuer l'homme. C'est quoi? Parce qu'on veut régler l'écologie à partir de notre émotion. Nous, on tue l'aigle quand il tue la souris, mais on tue l'homme quand il tue l'aigle. Parce qu'on n'a pas tout vu. Alors, on veut tout régler à partir de nos émotions. Alors, automatiquement, on a le stress. On veut régler la vie de l'homme. On veut régler l'évolution de l'homme. On veut régir. Comme Lucifer a voulu régir. Et évidemment, on a le stress qui instruit l'ego que ce n'est pas lui qui mène. C'est l'intelligence qui mène. Et à un moment donné, l'homme va rencontrer son esprit. L'homme va savoir. L'homme va avoir un contact avec l'énergie supramentale. L'ego va être instruit de ce qu'il est limité dans l'action. Et l'homme réel, l'homme nouveau et la femme nouvelle vont pouvoir prendre possession de la planète Terre pour la régir d'une façon écologique. Ils ne transformeront pas l'écologie. Mais je répète que l'écologie, il va en s'améliorant. Donc, l'homme va être capable d'améliorer d'une façon écologique. La musique pose toutes les questions. Vite, vite, vite. À quel plan énergétique se situe l'identité du moi réel? Au plan astral, du moi réel, le moi réel ne s'identifie dans rien. Où s'identifie le moi? Le moi, le je suis, au niveau seulement astral relié par le ciel. Lorsque l'homme est total, il ne sait pas qu'il est total. Que l'homme pense qu'il est total, il est identifié à son propre ego qui expérimente dans sa mémoire le fait qu'il a été total, lui permettant de dire « je suis total ». Lorsque l'ego dit « je pense, donc je suis », en réalité, il pense, donc il n'est pas. Il a été. Parce qu'il fouille dans ses mémoires. La dernière. Le manque d'organisation, le manque de temps est-il une cause majeure de fatigue? Le manque d'organisation et le manque de temps est une cause majeure de fatigue parce qu'il crée le stress. Et l'homme n'a pas le temps et l'homme ne veut pas s'organiser parce que dans l'organisation, il voit l'expression des énergies intelligentes. Alors, il refuse le contact avec les énergies intelligentes de prime abord, ce qui fait que l'homme ancien, la femme ancienne, ne s'organise pas. On peut l'organiser, on peut la programmer, ce qui donne le feeling d'organisation. On peut l'éduquer pour qu'elle soit programmée.
Les moines, souvent, vont être programmés. Mais l'homme nouveau, la femme nouvelle qui va s'organiser, c'est qu'elle permet l'expression des énergies mentales et supramentales, l'expression des énergies intelligentes. Et là où rentre l'organisation, sort le désordre. Et là où rentre l'organisation, rentre le mental. Là où rentre le mental, sort l'astral, sort l'ego. Alors l'homme est stressé parce qu'il ne peut pas être organisé. Il ne veut pas s'organiser. Il n'a même pas l'énergie de s'organiser parce qu'on l'appuie. Son ego l'appuie. L'organisation, c'est la facilité. C'est le succès. C'est la réussite. C'est l'énergie mentale exprimée. OK. Merci beaucoup, Daniel. Et je vous rappelle, pour ceux qui auraient quelques heures à lire cette semaine, un des livres de Daniel qui est disponible en arrière. Il n'y a pas d'autre terre, il n'y a pas d'autres hommes. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour le prochain titre qui sera « À la recherche de son esprit ». Merci, bonne fin de soirée.